Voilà, je m'appelle Yann Faure et je porte ici la parole de la France Insoumise. Certaines des choses que je vais dire ont été déjà un petit peu dévoilées, mais je crois que la pédagogie, c'est ce qu'on a dit une fois, le redire deux fois. Vous allez pouvoir mesurer la cohérence aussi entre nous. Citoyen, démocratique, écologique, social et solidaire. En un mot, humaniste. L'humanisme sera notre boussole aujourd'hui et la résistance, notre mot d'ordre, contre un modèle fondé sur la loi du marché, l'accaparement et la démultiplication des inégalités. Et bien sûr, alternative, coopération, co-construction, nos principales visées dans le processus qui s'enclenche aujourd'hui. Alors nous allons travailler autour de 5 axes. Et ces 5 axes, je les rappelle, l'axe 1, c'est des communes citoyennes et souveraines, c'est la démarche Révolution citoyenne. L'axe 2, c'est des communes mobilisées pour la bifurcation écologique. C'est la démarche Règle verte. L'axe 3, c'est des communes actives et créatives. C'est la démarche Relance de l'activité. L'axe 4, c'est des communes en faveur de l'égalité. L'axe 5, c'est des communes dignes et solidaires. C'est la démarche Nouvel Humanisme. Ces axes, tels qu'ils ont été proposés dans une impulsion initiale, vous allez voir qu'à chaque table, des animateurs et des facilitateurs vont venir vous exposer comment on peut s'y engager. Ces 5 axes et ces sous-parties qui vont avec, qui les composent, n'ont pas été conçus dans un bureau parisien ou par un bureau politique. Ils sont l'expression d'un travail collectif qui a déjà été commencé, une participation citoyenne déjà massive, et des centaines de contributions pour imaginer une déclinaison locale de l'avenir en commun, à concrétiser sur place, ensemble, suivant les particularités de nos territoires, l'histoire et l'état des lieux, et les accords entre organisations politiques, comme c'est le cas entre le GRAM et la France Insoumise, qui évidemment remodèlent un peu ce paysage tout en restant fidèles aux valeurs qui sont dedans. Et le simple travail de coordination des propositions initiales a déjà engagé plus d'une vingtaine de personnes. Ici à Lyon, le premier constat qu'on peut faire, c'est que des responsables comme Gérard Collomb, puis aussi tous ceux qui sont dans son sillage, et qui sont un petit peu comme des mouettes derrière le chalutier à attendre qu'on leur jette du poisson, ils se sont soustraits à la délibération et au contrôle démocratique. Ils évoluent dans l'entre-soi, et on ne peut ni les révoquer, ces propositions qu'ils font, ni les contester, ni même, le plus souvent, leur demander des informations sur des dossiers qui nous concernent au premier chef, des informations qui permettraient de discuter ou de disputer leurs critères et de prendre des décisions de manière éclairée, de manière participative, en pleine connaissance de cause, comme un peuple doué de raison et libre de prendre en charge et de décider de son propre destin. Alors nous allons travailler en ruche. Qu'est-ce que cela change ? Eh bien, la première chose que cela change, c'est que ça ouvre la parole à des personnes qui auparavant n'y avaient pas accès, ou qui avaient accès plus difficilement. Ça permet à des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, de la prendre. Et c'est la définition même de la démocratie. La démocratie, c'est quand on permet à n'importe qui de prendre la parole, quand le monopole de la parole échappe à ceux qui ont l'habitude de l'exercer dans des tribunes, derrière des pupitres ou depuis des plateaux, à partir de leur porte-parole. On est dans une nouvelle ère, et la question qui se pose, c'est est-ce que, parce qu'on donne la parole à n'importe qui, ça nous amène à raconter n'importe quoi? La réponse, bien sûr, c'est non. Et je ne fais pas partie de ceux qui sont dans le regret, parce que bien sûr, ça ouvre la voie à des paroles qui échappent au contrôle, et qui sont parfois des propos approximatifs, mais ça ouvre aussi la voie à des expériences tout à fait inédites. Alors, je voudrais dire ici à tous ceux qui nous ont rejoints et qui veulent travailler avec nous et qui ne savent pas trop si ce qu'ils ont à dire est important, si c'est exact, si c'est scientifique, qu'il y a une étude qui vient d'être menée pour comparer les articles de l'encyclopédie Britannica, où chaque article est confié à une seule personne savante, et les articles de Wikipédia, qui sont des articles construits dans cette encyclopédie collaborative. Et le résultat, c'est que les articles de Wikipédia sont fiables dans 91% des cas, et ceux de Britannica dans seulement 81% des cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça valide une très vieille idée,
qui est celle d'Aristote, qui est l'idée que le savoir construit par une multitude d'ignorants est supérieur au savoir d'un seul expert. Il faut donc faire confiance, se faire confiance et monter ensemble en compétences. Il faut croire à l'intelligence collective. C'est comme ça que nous avons commencé à travailler, pris l'habitude de travailler autour de l'avenir en commun avec le succès qu'on nous connaît, et au travers de ce programme, et l'avenir en commun, et c'est comme ça que nous allons continuer de travailler. Oui, l'intelligence collective est plus forte que le savoir d'un seul. Alors, bien sûr, hein, ça ne va pas nous interdire, bien au contraire, de recourir aussi à ceux qui ont accumulé des données, que nous allons solliciter pour des auditions de spécialistes, des chercheurs, des militants associatifs, des habitants de toutes sortes et de toute nature, des acteurs engagés, des collectifs, et nous allons progresser d'assemblée en assemblée, ensemble, au fil de nos remue-méninges et de nos groupes de travail thématiques, par une pratique imaginative, cumulative, contradictoire. Parce que c'est vrai que pour faire émerger le bien commun, c'est possible que, c'est probable même, qu'il nous faille déranger quelques intérêts. Ceux des grands groupes ou des prébendes, par exemple. Ainsi, nous allons pouvoir trancher et affirmer de quelle ville nous voulons. Car aujourd'hui, il faut bien le dire, il y a deux lions. Une ville qui n'a que des yeux pour les uns et qui détourne son regard des autres. Une ville qui voudrait attirer les gros et rejeter les petits. Une ville qui se gave et l'autre qui subit. Une ville spatialisée qui éloigne, segmente, qui trie et qui fracture. Une ville qui offre un large panel de services pour ceux qui n'en ont pas besoin et qui prive les plus fragiles du nécessaire et du vital, du simple accès aux droits. Une ville qui attend le bus pendant des heures et une ville qui roule avec chauffeur. Une ville qui s'enrichit et l'autre des fins de mois difficiles, des fins de mois à crédit. Une ville où étudiants, chômeurs, précaires, personnes âgées se serrent, sont confinés, voire même ne peuvent plus se loger. Une ville qui protège les uns et qui expose les autres à tout, au bruit, à la publicité subie, aux canicules et à la pollution. Une ville où s'enquiste la misère et une autre où se concentrent les richesses. Car il faut le dire, le Lion de Colomb, c'est une ville offerte en pâture à un régime d'accumulation forcenée. Une ville qui abonde dans la loi du marché, jamais contredite et toujours confortée, qui taille la part du lion au projet affairiste et à la soif des profits, et qui, jusqu'ici, décide de tout. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons? Une ville au service de l'intérêt général ou des intérêts particuliers? Une ville du tous ensemble ou du chacun pour soi? Une ville exclusive et excluante ou une ville partageuse et accueillante? Alors je crois que la réponse est claire si vous êtes venu jusqu'ici. C'est que nous voulons une ville égalitaire, de services publics renforcés, de solidarité, et aussi une ville où on respire, une ville où la nourriture est saine, où l'accès à l'eau est garanti, comme aux soins, à une école de qualité, une ville qui travaille à enrayer le changement climatique et qui est prête à contrer ses effets. Une ville aussi qui soit un point d'appui pour résister à la politique d'Emmanuel Macron et qui prépare les conquêtes à venir. Je ne pourrais pas terminer cette introduction sans une pensée fraternelle pour la révolte populaire que l'injustice sociale du gouvernement a produite et qui s'exprime actuellement dans nos rues, en particulier au rassemblement régional des Gilets jaunes, aujourd'hui à Valence. Un soulèvement qui dure déjà depuis 12 semaines et qui lance un appel à la grève générale à partir du 5 février prochain et qui se heurte à une répression d'une hallucinante brutalité. Restriction des libertés publiques, intimidation, déni de droits, arrestation arbitraire, garde à vue préventive, mutilations nombreuses, usage éhonté des armes par les forces de l'ordre. La justification de Castaner, qui prolonge la dérive sécuritaire de Valls, et après lui de Colomb, inventeur de la nasse policière. Sa justification, c'est que ce sont des sauvages. Sauvages,
Expliquons-nous sur ce mot, écrit Victor Hugo. Ces hommes hérissés, déguenillés, hurlants, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, que voulaient-ils? Ils voulaient la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l'homme, l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous, l'édénisation du monde, le progrès. Et cette chose sainte, bonne et douce, le progrès, poussée à bout, hors d'eux-mêmes, ils la réclamaient. Terrible, demi-nue, la massue au poing, le rugissement à la bouche. C'étaient les sauvages, oui, mais c'étaient les sauvages de la civilisation. C'est Victor Hugo sur les révolutionnaires de 1793 qui conclut. Il proclamait avec furie le droit. Il voulait, fût-ce par le tremblement et l'épouvante, forcer le genre humain au paradis. Ils semblaient des barbares et ils étaient des sauveurs. Ils réclamaient la nuit, ils réclamaient la lumière avec le masque de la nuit. En regard de ces hommes farouches, nous en convenons, et effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien, il y a d'autres hommes, souriants, brodés, dorés, enrubannés, constellés, en bas de soie, en plumes blanches, en souliers vernis, qui, accoudés à une table de velours, au coin d'une cheminée de marbre, insistent doucement pour le maintien et la conservation du passé, du Moyen-Âge, du droit divin, du fanatisme, de l'ignorance, de l'esclavage, de la peine de mort, de la guerre, glorifiant à demi-voix et avec politesse le sabre, le bûcher, l'échafaud. Quant à nous, si nous étions forcés à l'opposition, à l'option entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions les barbares. Mais grâce au ciel, un autre choix est possible. Aucune chute à pic n'est nécessaire, pas plus en avant qu'en arrière. Nous voulons le progrès en pente douce. Merci.